Alors, vous excuserez les imperfections des quelques diapos que j'ai essayé de faire, puisqu'évidemment, j'ai fait ça au fur et à mesure et à partir des notes que j'avais. Alors bon, en fait, je ne vais pas faire une synthèse, je pense pas. Si quelqu'un peut le faire, je le féliciterai, mais j'ai essayé de pointer un certain nombre d'éléments. Alors évidemment, je vais parler d'où je parle, c'est-à-dire d'un point de vue didactique. Et j'ai relevé un certain nombre d'éléments qui me semblent intéressants d'un point de vue didactique par rapport à l'ensemble des présentations, avec la grande variété que vous avez vue, avec le nombre intéressant mais très divers des exemples qu'on nous a donnés. Alors, je suis parti d'un point qui n'est pas neuf, mais qui a été rappelé très tôt ce matin par les premières interventions, notamment celle de Thierry Hoquet, c'est-à-dire que cette idée de modèle, c'est toujours un modèle de quelque chose, j'aurais pu mettre pour quelque chose. Alors le de quelque chose, on s'en douterait, bien sûr, c'est un modèle de la cellule, bon. Et pour quelque chose, je pense que c'est important, c'est d'autant plus important que dans les interventions plutôt à connotation didactique qu'on a eues, aujourd'hui on a vu que ce qui était peut-être particulièrement intéressant, c'est de mettre en avant plus la modélisation que les modèles. Bon. Alors à partir de là, je me suis permis de repartir d'une schématisation que Robin a présentée ce matin, même si je l'ai un peu modifiée et qui a été reprise après par Denise, parce que voilà, un modèle pour quelque chose, alors c'est de quelque chose, c'est à l'envers, j'aurais pu inverser, mais je sais pas, bon. Et ce qui me semble important, mais à la fois ça mérite d'être discuté, c'est qu'en fait, lorsqu'on fait un travail de modélisation, donc là je vais plutôt parler du processus, et je pense qu'on l'a vu sur l'ensemble des présentations de la journée, c'est une mise en relation de ce qu'on peut appeler deux mondes. Alors c'est pas les mondes de Karl Popper, on pourrait dire deux domaines ou deux. Bon. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui correspond globalement au monde des phénomènes dont on cherche à rendre compte. Alors on aurait pu mettre phénomène, on aurait peut-être pu rajouter événement quand on est sur de la biologie ou de la géologie historique. Et puis un monde que j'ai appelé 2, mais pourquoi le 1, pourquoi 2, petit a, petit b, je ne sais pas, le monde de l'élaboration modélisante. Alors c'est important parce que pourquoi est-ce qu'on met en relation ces deux choses-là? C'est parce que il y a pourquoi le pour, c'est parce qu'on est devant un certain nombre ou un problème ou un certain nombre de problèmes scientifiques. Il se trouve que dans le fonctionnement, et on l'a vu alors d'une manière différente selon les interventions, il se trouve que dans le fonctionnement de la modélisation, cet écart ou cette existence des deux mondes a tendance à, comment dire, à disparaître, et il y a une sorte d'aplatissement. On a toujours en permanence tendance à aplatir l'un sur l'autre, le monde 2 venant recouvrir le monde 1, ou le monde 1, enfin voilà, étant transformé par le monde 2. Ce qui est, d'un point de vue, j'y reviendrai tout à l'heure, d'un point de vue scientifique, tout à fait intéressant à certains moments et tout à fait pertinent, mais à condition de savoir ce qu'on est en train de faire. Évidemment, quand je dis ça, c'est pas du tout pour... je dis pas ça vis-à-vis des scientifiques qui sont venus nous présenter leur travail. Je dis ça d'un point de vue didacticien par rapport au travail qu'on peut faire dans la classe. Je ne me permettrai pas, évidemment, d'intervenir sur le travail des spécialistes de tel ou tel domaine. Alors, c'est important parce que, finalement, il y a un certain nombre de choses que l'on voit, bon alors c'est apparu plus ou moins nettement dans les présentations des uns et des autres, mais il y a un certain nombre de façons de présenter les modèles qui sont en fait des manières d'aplatir les deux mondes l'un sur l'autre. Et du coup, d'une certaine façon, de faire disparaître, sinon le modèle, tout au moins de faire disparaître la modélisation. L'autre point que je voulais rajouter, c'était que, alors on l'a vu très bien lorsqu'on a parlé tout à l'heure, ce matin, de la modélisation de l'ADN, mais on pourrait le revoir aussi lorsqu'il s'agit de la modélisation de la géodynamique terrestre, etc. C'est-à-dire que cette mise en relation de deux mondes se fait toujours dans un cadre donné, le cadre de la modélisation, où on aurait la même chose dans la présentation qu'on nous a fait tout à l'heure, Guillaume Lehir, c'est-à-dire que c'est bien toujours dans un cadre donné que cette modélisation se fait. Or, le risque, enfin, je veux dire, la routine, enfin, le fonctionnement des scientifiques peut à la fois ne pas rappeler en permanence ce cadre de la modélisation, puisque c'est la routine de tous les jours de ces scientifiques. Le travail du scientifique peut
est amené pour des raisons d'efficacité à plaquer le monde 2 sur le monde 1, mais quand il s'agit de travailler avec les élèves et que si on veut travailler sur la modélisation, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Bon. C'est-à-dire de bien s'apercevoir qu'il s'agit de mettre en relation deux mondes et qu'il s'agit de se faire ça dans un cadre d'une modélisation. À partir de là, j'ai mis garder la distance, c'est-à-dire qu'il faut peut-être qu'on ait en vigilance l'idée qu'il faut garder la distance entre ces deux mondes. Et notamment, il y a quelques termes et expressions, il manque un S expression à interroger, par rapport à ce qu'on peut dire si on a en tête cette existence de deux mondes qu'on met en relation dans la modélisation. Par exemple, on a vu qu'on a parlé à un moment donné de substituts, on l'a parlé à plusieurs moments, on en a parlé lorsqu'on a parlé des modèles biologiques où il était bien question de voir les modèles biologiques non pas comme des substituts, mais bien comme des constructions de modèles biologiques, c'était l'intervention de Thierry Hockey, mais on l'a vu aussi lorsqu'il y a eu des analyses de programmes du secondaire, où quelquefois, et ça date pas d'hier, on a tendance en gros à dire bah, les modèles c'est quand on ne peut pas faire autre chose, c'est un substitut du réel. Or, il me semble que c'est à interroger, puisque dire que c'est un substitut, ça veut dire qu'on va confondre les deux mondes dont je vous montre. Enfin, je ne vais pas revenir à chaque fois sur mon schéma des deux boules, comme dit. Enfin, quand j'étais jeune, il y avait un théâtre des deux boules, je ne veux pas du côté, mais bon, c'est pas ça du tout. Non, mais je ne vais pas revenir à chaque fois sur le schéma, mais je ne sais pas s'il existe encore, mais vous voyez, parler de substitut, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne met pas en fonctionnement ces deux mondes. On a l'impression qu'il y en a un qui vient recouvrir l'autre en disant puisque je ne peux pas vraiment accéder au monde 1, alors je fais le monde 2. Or, il me semble qu'un certain nombre de... Enfin, la plupart des interventions aujourd'hui ont bien montré qu'il s'agissait bien de... Enfin, on voit bien dans la modélisation du climat, toutes ces constructions avec ces différentes constructions en une dimension, en trois dimensions, etc. Il s'agit bien de construire dans un monde que l'on se donne, avec des paramètres que l'on se donne, quelque chose qui va en quelque sorte essayer d'expliquer, de rendre compte et de permettre de prévoir des choses qui se font dans le monde 1, qui sont censées donc être soit de la climatologie, soit simplement l'évolution à venir du climat, mais on pourrait prendre comme ça, je ne vais pas à chaque fois reprendre l'ensemble des interventions. Bon. Donc le substitut, on a dit quelquefois un modèle était réducteur, mais vous voyez, dire que le modèle est réducteur, le modèle donc, qui est sur la partie droite du schéma que je présentais tout à l'heure, là encore, ça veut dire qu'on a peut-être tendance à confondre le modèle avec la... Enfin, c'est-à-dire que dans l'idéal, on aurait voulu que le monde 2 soit la même chose que le monde 1. À ce moment-là, on ne fait plus de la modélisation, je veux dire, aussi bien que... Enfin, on décrit, enfin, on a cette illusion qu'on peut décrire le monde réel par le monde réel. Mais décrire le monde réel par le monde réel, ça n'a jamais été une science. Enfin, c'est juste, je ne sais pas comment on peut faire d'ailleurs, parce qu'on ne fait que reproduire, que refaire, que faire un... Bon, voilà. Donc, représentation partielle, c'est la même chose. Si on oublie pourquoi on fait le modèle, pour résoudre quel problème, pour travailler quel problème, et quand on dit représentation partielle, c'est qu'en quelque sorte, on se plaint du fait qu'on n'a pas réussi à faire une représentation totale. Mais la totale, c'est pas possible. Puisque nécessairement, le scientifique ou l'élève dans la classe, il va attaquer un problème scientifique, un problème particulier scientifique. Il ne va pas avoir l'idée de régler l'ensemble des problèmes du monde, ou des questions du monde, ou de la représentation du monde, à partir de son travail de modélisation. Et du coup, la question de savoir si un modèle est vrai ou juste, ça voudrait dire est-ce que le monde 2 correspond exactement au monde 1 et alors là, je pense qu'il y a eu des positions un peu différentes au long de la journée, donc on pourrait éventuellement en discuter, mais vouloir absolument que le monde 2 soit l'équivalent du monde 1, ça revient à tout ce que je disais avant, c'est-à-dire c'est d'une certaine façon ne pas accepter qu'il s'agit de faire un modèle de quelque chose pour quelque chose. Mais simplement, l'idéal qui serait de décrire au mieux la réalité. D'une certaine façon, en oubliant le modèle. Hein. Autrement dit, alors, on va voir ça, mais on peut tout à fait oublier la modélisation, enfin, pardon, en oubliant la modélisation, pas le modèle. On peut tout à fait dire, bah, on va regrouper tout ça et dans l'idéal avoir un monde 2 qui représente le monde 1 et c'est avec, voilà où on en est arrivé. Mais on a peut-être un modèle, mais on n'est plus sur la modélisation.
On n'est plus sur ce travail qui consiste à construire un monde 2 qui va essayer de rendre compte du monde 1. Alors, il me semble que d'un point de vue didactique, c'est important, puisque c'est ce qui va nous permettre, avec des élèves, de les faire travailler, de les faire construire des modèles, donc de leur faire faire des modélisations, comme on l'a vu dans l'exemple qui a été présenté par Patricia Schneeberger et Patricia Crépin, aussi dans ce qu'a présenté Denise Orange-Rabachol, de sorte qu'ils se confrontent en faisant cette modélisation, à des problèmes scientifiques. Alors je reviens là, excusez-moi, je ne sais pas. Voilà. Du coup, s'il s'agit de travailler la modélisation avec les élèves, il s'agit de garder la distance, c'est-à-dire maintenir l'ouverture entre le monde 1 et le monde 2, elle est maintenue ouverte par le problème. Si on ne maintient plus la distance entre le monde 1 et le monde 2, c'est-à-dire entre ce qui va correspondre au monde des expériences, des observations, et le monde où on construit les modèles, alors, en fait, on a une description de l'état actuel peut-être de la connaissance scientifique, mais on a perdu le problème scientifique. On l'a laissé de côté. Alors, il y a des moments où c'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas, comme ça, se trimballer des kilos ou des tonnes de problèmes en permanence. Mais voilà. Bon, et si jamais on ne maintient pas l'ouverture, on est peut-être sur des modèles, on peut peut-être encore appeler ça des modèles, mais on n'est plus forcément sur de la modélisation. Hein. Maintenant, ce qui apparaît par rapport à toute cette affaire-là, et ça apparaît bien dans la plupart des représentations qu'on a pu voir, aussi bien quand il s'agit de modèles animaux ce matin, que quand il s'agit de modèles en géologie ou des modèles en biologie cellulaire, c'est que on ne peut pas tout laisser ouvert, quoi. Non pas parce que ça fait des courants d'air, mais parce que ça devient plus tenable. Donc à certains moments, il faut considérer que quelque chose est réglé. Que au moins provisoirement, un problème est voilà, il est sinon réglé, voilà, il est posé là, et à ce moment-là, quelque chose qui était un travail de modélisation devient en quelque sorte la réalité. Alors, pour prendre quelques exemples, quand Watson et Crick construisent le modèle de la structure de l'ADN, on a bien vu ce matin dans ce que nous ont rappelé Patricia Schneeberger et Patricia Crépin, qu'ils le font par rapport à un certain nombre de problèmes qui ne sont pas simplement des problèmes de description, mais qui sont des problèmes de compréhension du fonctionnement au niveau moléculaire, des questions de problèmes de génétique en quelque sorte, et de duplication de l'information, réplication de l'information. Bon, voilà. Donc, quand Watson et Crick construisent le modèle de l'ADN, ils sont bien en train de faire de la modélisation, et ils ont ce problème-là, ce problème génétique, ils l'ont complètement ouvert. Un peu plus tard, maintenant, lorsqu'on parle de l'ADN, le fait qu'on séquence l'ADN, etc., l'ADN est devenu une chose. L'ADN est devenu un fait. On a les moyens pour l'étudier, on a des machines pour le calculer, ou pour le mesurer, parce que bon, la mesure est bien un calcul, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, pour le calculer, et donc du coup c'est devenu une chose. Peut-être qu'à certains moments, dans 10 ans, dans 20 ans, il faudra rouvrir la boîte noire de l'ADN. Et dire au fait, c'est quoi cet ADN? Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? D'ailleurs, il y en a, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y a eu plusieurs fois une réouverture de ce... Bon. Mais à certains moments, on ne peut pas à chaque fois dire, ah oui, l'ADN, vous savez, c'est le modèle qu'on a construit en réponse au problème qu'il... Bon, non. Bon. Mais vous pouvez comme ça avoir des tas de modélisations biologiques qui sont à certains moments refermées dans une boîte noire. À certains moments, quand vous voulez expliquer la division cellulaire, quand on veut travailler avec les élèves sur la division cellulaire et sur le fait qu'il y ait passage de l'information génétique au cours de la division cellulaire, on va construire un modèle qui va être le modèle de la mitose. Là, la mitose va être un modèle, on va faire une modélisation. Mais dans d'autres problèmes un petit peu plus tard, peut-être dans la mitose va être factualisée. La mitose est un fait. Et ça va nous servir, ça va changer de monde, si vous voulez. Ça va passer du monde 2 au monde 1, et ça va nous servir pour d'autres problèmes, pour essayer de comprendre éventuellement des problèmes d'embryologie, pour comprendre des questions de développement, etc.
Voilà. C'est ça qui est un peu difficile à la fois dans le fonctionnement évidemment de la science, mais aussi lorsqu'il s'agit de travailler avec les élèves, parce que quand on travaille avec des élèves jeunes, à l'école primaire, au début du collège, finalement, j'allais dire, a priori, tout est modélisation et à chaque fois, ils partent de leur connaissance, de leurs repères dans les expériences et dans les observations, et on construit un modèle. Mais quand on regarde ça sur l'ensemble d'un cursus, ce qui à un moment donné a été un modèle, doit être factualisé pour pouvoir construire d'autres problèmes et d'autres modèles. Donc on ferme les problèmes, on ferme les modèles et on dit voilà, c'est comme ça, la mitose ça existe, l'ADN ça existe. Donc d'où encore l'importance de bien parler de modélisation, parce que c'est peut-être ces processus-là qu'il faut, au bout du compte, faire comprendre aux élèves quand il s'agit de travailler à la question des modèles et de la modélisation. Donc il s'agit bien d'un processus. Alors, je termine, parce que je vais pas, et puis on pourra en discuter, parce que j'ai peut-être dit un certain nombre de choses qui peuvent fâcher par rapport à certaines présentations. Bon, je reviens sur ce que nous ont dit les présentations plutôt didactiques de la journée, c'était ce matin, c'est-à-dire modélisation plutôt que modèle. C'est ça qui peut être intéressant. Or, on s'aperçoit que finalement, y compris dans la démarche d'investigation, la modélisation n'est pas présente. Alors, je ne reviens pas sur ce qui a été dit par Denise, ce qui a été dit par Patricia, etc. Mais du coup, dans le résumé, ou dans mon interprétation que je fais ici, modélisation plutôt que modèle, ça veut dire maintenir ouvert le problème. On modélise quoi? Pourquoi? Pour quel problème? Et je pense qu'on le voit, enfin on le voit aussi, y compris dans les différentes interventions de cet après-midi, lorsqu'il s'agit du climat, il s'agit bien de se demander pourquoi on modélise l'évolution du climat, c'est pourquoi faire, qu'est-ce qu'on essaye de bon là. Et lorsqu'on modélise le fonctionnement de la cellule, pour prendre l'exemple de Yann, on peut aussi se demander pourquoi on modélise ça, c'est-à-dire c'est pourquoi faire. Quel est le problème auquel on s'attaque? Est-ce que c'est uniquement la description pour la description, ou est-ce que c'est pas au bout du compte la question du fonctionnement de la cellule, etc. Voilà. Bon, mais donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question heuristique qui a été mise en avant notamment par Denise Orange-Ravachol, c'est-à-dire que maintenir le problème ouvert, c'est à la fois donc rester dans le cœur de la modélisation, mais ça veut dire aussi se donner les possibilités. Et c'est là où c'est la fonction heuristique, que ça ouvre, que ça permette d'avancer sur d'autres, ça fait voir d'autres problèmes. On voit bien par exemple dans la question qui a été posée tout à l'heure à Pierre Thomas, il nous a dit que tous les problèmes, il nous a présenté, j'allais dire, une certaine factualisation du modèle actuel de la tectonique des plaques, mais quand on lui pose la question, mais alors tout est réglé, il dit oh là, et voilà, le modèle commence à sortir tous les problèmes qui restent. Et c'est bien parce que, voilà, on a fait un premier travail de modélisation qui peut éventuellement être factualisé, que ça conduit à de nouveaux problèmes, et qu'on peut faire la liste, on peut avancer comme ça dans les problèmes qui vont de la même façon faire avancer le travail et le savoir. Et ça c'est vrai évidemment chez les scientifiques, mais ça peut être vrai dans la classe. Et puis donc le point sur lequel j'ai un peu insisté tout à l'heure et que je reprends ici, c'est la question des boîtes noires. Alors les boîtes noires, ça a été étudié par un sociologue des sciences, notamment Bruno Latour, mais et qui est certainement un des problèmes didactiques les plus compliqués, me semble-t-il, qu'on ait, c'est-à-dire comment à la fois faire comprendre aux élèves que, et je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir dit dans la journée, que la modélisation est un point central par rapport à la construction des savoirs et par rapport aux sciences, quel point c'est faire des sciences, je crois que c'est Yann qui disait, c'est faire des modèles, bon, c'est modéliser donc, bon. Comment leur faire comprendre ça? Donc en les faisant participer, en les faisant travailler à de la modélisation, mais comment leur faire comprendre aussi qu'à certains moments, cette modélisation a besoin d'être au moins provisoirement refermée en boîte noire pour pouvoir servir de base à d'autres questions. Et donc il y a une espèce de, je sais pas comment dire, de montée comme ça de modèle en modèle, les anciens modèles étant factualisés, mais ayant éventuellement la possibilité à certains moments, parce qu'on est tombé sur un problème, de dire oh là, il faut peut-être qu'on rouvre. Il faut peut-être qu'on rouvre l'affaire là, parce qu'on a factualisé quelque chose, on a fait comme si c'était évident que l'ADN c'était ça, que c'était évident que les zones de subduction c'était ça, que c'était évident que les mitochondries c'était ça, mais on a un petit souci, et peut-être que ça va obliger à rouvrir
le problème précédent et à rouvrir le modèle et à se demander quels étaient effectivement les éléments dont on disposait de par l'observation de l'expérience et quels sont les éléments qu'on a construits pour essayer de rendre compte de cette observation, de cette expérience, donc de réouvrir ces boîtes noires pour pouvoir les travailler à nouveau. Et il me semble que là, c'est quelque chose qui est à la fois important de mon point de vue, mais qui est peut-être pas si simple que ça à faire travailler, à faire vivre et à faire comprendre aux élèves. Alors là, voire aux étudiants d'ailleurs, hein, bon voilà, mais là évidemment il faut le penser sur l'ensemble du cursus et pas simplement tout régler à l'école primaire ou au collège. Alors voilà, c'est pas ce que je présente, je crois que j'ai fini, oui, c'est voilà. C'est pas véritablement une synthèse, c'est un certain nombre, enfin, c'est des éléments que j'ai pris ici ou là. Comme j'avais pas pu noter partout, je suis désolé de ne pas avoir cité à chaque fois tous les intervenants qui étaient présents derrière les remarques que j'ai pu faire ici. Parce que ça m'aurait, puis voilà, dans la dynamique de ma présentation, je n'ai pas pu le faire. Mais en tout cas, j'ai essayé évidemment de tenir compte de l'ensemble de ces présentations. Et désolé évidemment pour l'incomplétude et forcément le côté partial de cette synthèse. L'intérêt de la présentation de Christian, c'est aussi d'ouvrir sur des questions sur l'ensemble sur sa présentation, mais aussi l'ensemble de la journée. La parole est donc à vous. On a bien vu hein, la diversité des acceptions derrière le mot modèle, et là, tu as essentiellement, Christian, présenté le modèle au sens du modèle explicatif dans le monde 2, et tu n'es pas tellement revenu, c'est peut-être une question finalement, sur les modèles au sens usuel dans les manuels, etc., les modèles, les maquettes. Souvent derrière le mot modèle, on a vu qu'on entend souvent l'objet symbolique de la maquette, de la molécule sur raster. C'est pas trop ça que tu as commenté. J'ai quand même, par rapport au schéma que tu avais présenté tout à l'heure, c'est pas le même. Donc j'ai essayé de ne pas le limiter au modèle explicatif, et j'ai essayé que ça soit aussi valable, par exemple, pour des modèles animaux, hein, parce qu'il s'agit d'un modèle, un modèle pour, voilà. Alors c'est vrai qu'on n'a pas finalement beaucoup parlé de modèle analogique sur la journée, hein, sur ce qui était finalement toujours la seule chose qui était mise en avant dans les programmes au départ, qui étaient ces modèles analogiques. Bon, on n'en a pas beaucoup parlé, mais d'une certaine façon ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que quand on fait ces modèles-là, quand on fait ces maquettes-là, et on peut considérer d'une certaine façon, je ne sais pas si on peut dire que l'ADN de Watson écrit est un modèle analogique, c'est un peu compliqué, mais en tout cas quand on fait ces maquettes-là, on le fait quand même, c'est un modèle de quelque chose pour quelque chose. On veut essayer de comprendre un phénomène, donc ça doit pouvoir fonctionner, même si dans les cas que j'ai repris, puisque c'était assez peu présent, j'en ai pas beaucoup parlé. Pour l'histoire de la boîte noire, là, j'aurais plus tendance à la présenter aux étudiants en disant que c'est le modèle qui est en stand-by, je ne sais pas s'il était susceptible d'évoluer, mais en fait, ce que je ne comprends pas bien, c'est ton histoire de factualisation, parce que pour moi, les faits expérimentaux, ils restent. Si on refait un même type d'expérience, on peut retrouver des résultats qui sont, alors je ne sais pas toujours identiques, mais voilà. Alors que le modèle, c'est ce qui est susceptible d'évoluer à la faveur, évidemment, enfin, en apportant de nouveaux faits expérimentaux. Donc moi, ta relation factualisation et modèle, voilà. Disons, bon, on va pas se chamailler sur des questions épicées. Non, mais c'est pas, je veux dire, c'est un peu compliqué parce que on pourrait avoir tendance à dire, bon, bah, les données expérimentales, elles sont là pour tout le temps, etc. Sauf que quand on regarde l'histoire des sciences, il y a des données expérimentales qui, au bout d'un moment, ont perdu totalement de leur intérêt. N'avaient plus rien à voir parce qu'on avait complètement changé de paradigme. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire qu'il y a des choses qui restent, mais au bout du compte, parce que les données, elles ne sont pas données, c'est ça. Et ce qui apparaît ici dans un schéma comme ça, et qui peut apparaître, c'est qu'au bout du compte, autant évidemment le modèle est construit dans la modélisation
en prenant en charge les contraintes des données, autant des données sont construites à partir du modèle aussi. C'est-à-dire que pourquoi on est allé à certains moments plonger au milieu de l'océan Atlantique, là et pas ailleurs? Parce qu'on aurait pu dire non, ce qu'il faut, c'est pas s'occuper de modèles, et puis faire de l'échantillonnage sur toute la Terre. C'est-à-dire, quand un géologue, alors je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais quand un géologue va sur le terrain, il ne fait pas son échantillonnage à l'aveugle. Donc, ce que je veux dire, c'est que, non mais, donc évidemment, les données qu'il a, elles ont du sens par rapport au modèle. Les données qu'il a, on peut toujours dire que, bon, sous certaines réserves, elles sont encore valables, mais si ça se trouve, si le modèle change, ces données-là n'ont plus aucun intérêt. Si elles viennent plus, elles n'ont pas sens par rapport à la théorie qui est en cours. Je sais pas si... Est-ce que tu aurais un exemple comme ça qui viendrait de... C'est pas évident pour le bon point, mais de données empiriques qui perdraient leur sens? Pierre en a peut-être un, ça a l'air de vouloir agir. Non, si c'est du granit en Bretagne, c'est du granit en Bretagne, même si on se fout du granit, il est là. Oui, d'accord, mais je veux dire qu'en soi, ça n'a de sens qu'à partir du moment où on donne une certaine signification géologique au granit et que ça va permettre de reconstituer une histoire de la Bretagne, ou que, bon, si jamais on s'aperçoit que on s'est complètement trompé et que le granit, en fait, c'est un dépôt dans des... Mais bon, bah, du coup, ça va prendre un autre sens. Bon, voilà, mais les données... Oui, enfin, bon. Et quand on discute, nous, on a beaucoup discuté avec un certain nombre de collègues qui sont géologues, on s'aperçoit que quand tu as deux géologues qui sont sur le terrain et qui n'ont pas le même champ, eh ben c'est pas les mêmes données, c'est pas les mêmes cailloux qu'ils ramassent. Ça sera les mêmes données. S'il mesure une faille, elle aura direction et abordage. Oui, sauf qu'il y en a un qui va mesurer une faille parce qu'il s'intéresse à la tectonique, et l'autre il va chercher des roches qui n'ont pas été réouvertes parce qu'il s'intéresse au métamorphisme. C'est un exemple là-dessus. Peut-être pour illustrer, si on prend un exemple en histoire des sciences par rapport à la question du temps long en géologie, et quand au XVIIIe siècle, Buffon faisait ses expérimentations qui découlaient de tailles différentes et estimait donc une dimension du temps beaucoup plus longue que les différences bibliques. Bon, je dirais que maintenant, le temps il est passé dans le domaine du fait, de l'empirisme. Il n'est plus questionné en tant que modèle performant. Il est pris en compte en tant que tel, il est plus questionné. Alors, je sais pas si... Mais c'est souvent lié, alors c'est pas tout à fait la question que tu posais, mais c'est souvent lié au moment où on a construit une machine pour faire des mesures. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire que ça factualise. C'est ce que je disais tout à l'heure pour l'ADN. C'est-à-dire l'ADN est un modèle, mais le jour où on est capable de le rentrer dans une machine et qu'on sort une séquence, alors ça devient une réalité. C'est ça la boîte, c'est soit la factualisation d'après Latour. C'est-à-dire, mais c'est pareil en physique, c'est-à-dire que une résistance en électricité devient un fait à partir du moment où on a de quoi mesurer une résistance. Je suis d'accord sur le fait qu'en général, la recherche des données en tant que des expériences, elles ne sont pas faites au hasard. Voilà. C'est un peu ça en fait. Et les données. C'est guidé par voilà, un problème. Et les données qui sont recueillies avec des systèmes qui sont pétris de théories et de modèles. Quand le Pichon dit « je passe ma thèse » où j'explique que ça ne bouge pas, parce que j'ai fait des mesures. J'ai fait des mesures de géothermie, ça ne peut pas bouger. Et puis quand au bout d'un moment il dit, ben si, d'après ce que j'ai vu là, forcément ça bouge, mais il a toujours ces mesures, et qui ont prouvé que ça ne bougeait pas. Il ne sait pas quoi en foutre. Alors bien sûr, on dit qu'elle existe toujours, au bout d'un moment il a trouvé une explication. Mais c'est pas toujours le primat, de la donnée factuelle c'est pas toujours ce primat-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on change de façon de voir en laissant traîner des données qui ne collent pas avec le nouveau modèle. Hein. Parce qu'il y a tellement de choses qui font basculer. Alors, voilà, il y a certaines conditions de factualisation, mais il y a quand même très peu. Je ne vais pas répondre sur le fait de savoir, évidemment, une fois qu'on a des données, ça va toujours être vrai, on va aller voir la thèse de Lamberger, ben effectivement, etc. Bon. Mais il y a quand même relativement peu de données, surtout maintenant en biologie cellulaire ou autre,
qui sont, comment dire, directement accessibles. Elles sont toutes construites technologiquement. Les microscopes, je veux dire. Alors, bon, on observe la Lune, mais non, c'est pas la Lune que vous observez, c'est un artefact, on disait à Galilée. Parce que votre truc transforme tout. Et évidemment, c'est plus un artefact à partir du moment où Galilée met ce qu'il voit dans un modèle. Et ça fonctionne. Bon, c'est une vision de... Mais sinon, on peut toujours lui dire, non, mais ça, t'aurais pris un autre outil, t'aurais pas vu ça, hein. On pourrait dire la même chose pour un microscope électronique, etc. Mais c'est quand on arrive à faire tout tenir ensemble que... Donc au bout d'un moment, on va vers une certaine factualisation. D'autres questions, remarques, compléments? Il reste quelques minutes potentiellement. C'est la fraction de la bière, à nouveau, comme hier soir. Ah, la bière, il faut surtout prendre, oui. Oui, une question. Ça manquait. Dans le mot modèle, il y a mode. Et dans la couture, lorsqu'on refait une robe, etc., le modèle, c'est un patron. Oui, mais je veux dire, ce jeu de mots sur modèle, ça fait 100 ans que ça existe. Hein. Mais je veux dire, ça n'a jamais expliqué rien du tout. Modèle de la bourse, modèle de... Oui, mais ça n'a jamais rien expliqué. Il faut aller voir dans le détail quelle est la pratique des scientifiques. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et je ne pense pas je ne sais pas ce qu'ils font de leur patron, les scientifiques. Peut-être qu'ils leur taillent un short de temps en temps. Mais je ne pense pas que ça règle la question de l'activité scientifique. Il faut aller voir à chaque fois ce qui se passe dans tel ou tel domaine ou dans tel... Le problème parmi les citoyens, pas forcément les enseignants et les chercheurs, c'est que lorsque nous, enseignants honnêtes, on essaie de présenter des modèles scientifiques, c'est pour accéder à des connaissances et à un peu plus de vérité. Lorsque dans la société on présente des modèles, c'est pas tout à fait la même chose. Et pourtant on utilise le même mot, c'est ça la difficulté. Modèle économique, pas une vérité. C'est un système qui permet pour un certain type de population d'atteindre l'efficacité pour elle. Un modèle social, pareil, etc. Mais modèle scientifique, c'est pas une vérité non plus. Puisque Pierre Thomas nous a montré à quel point le modèle, et puis le modèle qu'il nous a présenté, je peux penser que quand on se retrouvera dans 20 ans, il a encore des tas d'autres choses à nous dire. Pendant 20 ans, c'est une question posée à Dieu le Père. Oui, bah voilà. Et pour reprendre ce qu'a dit Yann tout à l'heure, l'intérêt n'est pas complètement absent des modèles scientifiques, au moins à court terme, à moyen terme. À long terme, ça me nuise, parce qu'une fois que les gens sont morts, bon. Mais donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Une autre intervention? J'aurais bien voulu que vous nous parliez des modèles élaborés par les élèves et qui permettaient d'élargir les champs de connaissances des scientifiques. Non, pas des champs de connaissances scientifiques des élèves. Des élèves. D'investigation. Je pensais aux modèles au travers des jeux, ou des expériences lancées dans des écoles qui n'avaient pas été testées auparavant dans les équipes scientifiques. Par exemple. Ben, je ne sais pas, je veux dire que je pensais par exemple à ce modèle de protéines au travers du jeu Foldy. Oui. Mais je ne sais pas s'il faut, en tout cas, s'il faut renvoyer justement l'idée de modèle ou modélisation à des moyens nouveaux. Je veux dire qu'à partir du moment où on met des élèves devant un problème scientifique et qu'on leur donne le moyen d'essayer de construire une explication, mais non pas une description, je dis une explication de fonctionnement, puisqu'on nous dit quand même assez que nos disciplines sont des disciplines explicatives, ils vont construire des modèles.
Et après, évidemment, la difficulté, elle a été pointée dans la journée. C'est-à-dire que si on leur fait construire des modèles, ils vont s'apercevoir d'un certain nombre de choses. Alors, on peut dire, par exemple, que la question du manteau qui est liquide, c'est lié au fait que les instituteurs font ceci, que les géographes font ceci ou font cela. Mais vous savez très bien que quand on enseignait le fait que le manteau était solide en quatrième, enfin, en tout cas, vous ne l'avez peut-être pas fait, mais nous, pour l'avoir fait, on sait très bien qu'en début de première S, le manteau liquide, il revenait quand même à grands pas. Donc, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, la question est de savoir, je dérive un peu par rapport à votre remarque, c'est que mettre les élèves dans une phase de modélisation les amène à prendre conscience que ce qui leur paraît être un détail, finalement, que le manteau soit liquide ou solide, surtout qu'on nous raconte qu'il est solide, mais qu'en même temps, ça bouge dedans. Et que même des fois, quand on veut faire le manteau, il faut mettre du beurre un peu mou. Oui, c'est quand même un peu... Mais c'est quoi le problème qu'il y a derrière le fait que le manteau est solide ou liquide? Il y a un problème qui est du côté de la sismo, etc. Et puis il y a un problème qui fait que ça décale complètement la problématique du volcanisme, parce que si le manteau est liquide, alors le volcanisme, c'est quelque chose... Enfin, il y a du magma qui est prêt, il faut tout expliquer pourquoi ça sort ici ou pas ailleurs, alors que si c'est solide, alors ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi ici, il y a une fusion partielle ou pas. Donc ça change complètement la problématique. Et c'est bien en faisant une modélisation, en faisant travailler les élèves sur une modélisation, qu'ils vont comprendre ce changement de problématique. Si on leur dit simplement, mais non, le manteau il est solide, et puis c'est comme ci, c'est comme ça, bah oui, 6 mois après ils ont oublié. Hein, ça, mais comme on voit des gens qui arrivent en préparation CAPES et qui ont oublié, hein, bon, peut-être plus maintenant, parce que c'est là quand même on leur a fait, on a mis quand même pas mal de couches, mais il y a quelques années ça marchait encore. Moi, il me semble que dans la question précédente, il y a... je vois bien, je suis pas une spécialisée. C'est bon là? Il me semble que dans la question précédente, il y avait aussi l'idée de à quelles conditions de jeunes élèves peuvent-ils modéliser. Et on peut se demander si finalement l'expérience du monde qu'ils ont leur permet d'ouvrir vers un certain nombre de possibles. Et il me semble que cette idée, peut-être, dans la question précédente, c'est est-ce qu'il n'y a pas parfois des apports oui, bien sûr. à faire pour favoriser cette ouverture vers des possibles explicatifs? Oui, c'est pas... je sais pas, moi je prends... Enfin, c'est plutôt ceux qui sont intervenus sur les questions didactiques qui pourraient... Mais le fait de dire que ça nous paraît important à un certain moment, parce qu'on a bien vu qu'il y avait une question de temps, de mettre les élèves dans un travail de modélisation, ce n'est pas la même chose de dire il nous semble que les élèves doivent tout redécouvrir. Il ne s'agit pas de redécouvrir, c'est pas ça. Il s'agit à certains moments de les mettre dans une certaine situation avec un certain nombre d'éléments, etc. et de voir comment ils s'emparent du problème et ce qu'ils sont capables de construire. En fonction d'un certain âge, il y a des choses que les élèves peuvent construire et des choses qu'ils ne peuvent pas construire. Faire construire la fusion partielle à des élèves de l'école élémentaire, voire de collège, je pense que ce n'est pas possible. Non, mais on peut leur dire, comme tu disais, on peut leur dire. Ça fait de mal à personne. Mais les faire vraiment travailler cette question-là, à mon avis, non. Bon. Mais en revanche, sur d'autres questions, on va mettre des élèves de 8 ans, on va leur demander d'expliquer comment c'est possible que leurs bras fonctionnent, bougent, ils vont faire un schéma, et qui est un modèle, et on les voit avec ces schémas au tableau, passer en permanence des deux côtés, c'est-à-dire ils montrent le schéma, ils sont sur le monde 2 et ils sont en train de montrer leur membre supérieur et ils sont sur le monde 1 et ils passent de l'un à l'autre. Bon, donc c'est une question de... C'est-à-dire, selon l'âge et selon le niveau, il y a des terrains de jeu, de modélisation qui sont possibles et il y a des terrains de jeu qui ne sont pas possibles. Voilà. J'ai une question d'histoire de la didactique et de l'enseignement. En 1968, il paraît une circulaire le 17 octobre qui nous dit de faire de l'épistémologie. J'étais pas né. On propose comme modèle Claude Bernard. Et le mot modèle à l'époque n'existe pas. Ah bah oui, mais c'est pas... Et le processus, lui, théoriquement existe, mais effectivement, il n'est pas du tout traité. Les mathématiciens se mettent à parler de modèle en l'an 2000 à peu près. Hein, et puis ensuite, ils inscrivent ça comme une
épreuve à l'agrégation. Quand tu parles des mathématiciens, tu parles des profs de mathématiques ou des mathématiciens de mathématiques, oui, bien sûr, excuse-moi. Voilà. Et nous, on est en 2013. Depuis quand est-ce qu'on en parle et pourquoi est-ce qu'on a mis tant de temps? Historiquement, le mot modèle et modélisation, mais je ne parle pas dans l'enseignement. Ça apparaît à la fin du 19e siècle, en pleine période positiviste, quand des gens comme Boltzmann, etc., veulent imaginer des petites molécules pour expliquer le fonctionnement des gaz parfaits. Et comme on est en période positiviste, on dit vous n'avez pas le droit de faire ça parce que vous ne les voyez pas, ces molécules. Donc ce n'est pas de la physique que vous faites, c'est de la métaphysique. Et c'est interdit. Et eux ils disent ah non, mais on ne dit pas que ça existe. On dit tout se passe comme si. Puis ils disent en aparté, mais enfin quand même, on a bien l'impression que ça existe comme ça. Bon, enfin ça c'est ce qu'écrit Boltzmann. Bon. Mais alors après, en biologie, ça vient beaucoup plus tard, parce que la question des modèles, elle apparaît, on a vu quoi, au milieu du XXe siècle, avec la biologie moléculaire, avec l'ADN, etc. Et puis alors, dans l'enseignement, il y a une modélisation qui fait intervenir de l'aléa, du hasard, oui. Chez Daniel Bernoulli, 1760. Et chez Mendel, 1865. Non, mais a posteriori, on peut appeler ça des modèles, évidemment. Mais il ne parlait pas de modèles. À l'époque, le processus existe. Ah, bien sûr. Il n'existe pas. Ah oui, mais à ce moment-là, il existe depuis Lulure. Galilée et Arnel modélisent. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui, bien entendu. Galien modélise. Comment? Galien. On peut remonter plus loin que. Bon, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, donc pourquoi est-ce qu'il y a un décalage par rapport à l'enseignement? Moi, je sais pas. Bon. Tu sais bien aussi mieux que moi que, en fait, modèle est arrivé dans l'enseignement de ce qu'on appelle maintenant les SVT, essentiellement d'ailleurs par la géologie. Lorsqu'il a fallu expliquer, comme le primat, l'idée, c'était qu'il fallait expérimentalement et par l'observation montrer ou démontrer, tout aux élèves, parce qu'il ne s'agissait pas d'enseigner des dogmes. Et puis, il y a des moments où on ne pouvait pas montrer. Et donc, quand on ne pouvait pas montrer, là, on avait recours à des modèles. Et de mon point de vue, au moment où on fait ça, on fait depuis le début, on fait un contresens. Parce que comme tu dis, et comme n'importe quel scientifique, depuis que les scientifiques existent, ils font des modèles, même s'ils n'appellent pas ça comme ça. Et qu'il ne s'agit pas de choisir entre faire l'expérience ou faire des modèles. C'est-à-dire, ça serait marcher sur une seule patte, quoi. Enfin, c'est pas dire qu'on ne peut pas faire d'expérience sans faire de modèle, et on ne peut pas faire de modèle sans se référer à les expériences, même si Watson et Crick ont piqué les expériences des autres. Est-ce que ce que tu dis, c'est que l'utilisation dans les programmes et dans l'enseignement du modèle, comme dans sa vertu illustrative, illustrative, en substitut du réel auquel on ne peut pas accéder, ça a caché, masqué la dimension explicative du modèle et oui. C'est ça que tu... Voilà. Et ça a avancé progressivement, et bon, dans l'article de Salvia Roja d'Aster, on commence à voir que l'inspection générale s'intéresse à la question des modèles et de la modélisation. Et puis dans l'entête de 1999 qu'a projeté tout à l'heure Denise, qui est vraisemblablement pas écrit par des SVT, mais enfin c'est un chapeau commun aux différentes disciplines scientifiques, alors on s'aperçoit, parce que je pense que c'est les mathématiciens et les physiciens qui mettent en avant la question de la modélisation pour le lycée, là. Hein. Bon. Mais je ne suis pas sûr... Je pense qu'il y a quelque chose qui nous pose un problème avec les modèles et la modélisation, c'est que nous, enseignants de SVT, on est profondément ancrés dans l'empirisme, dans l'observation et dans l'expérience. Ce qui est juste d'une part, et qui d'autre part est politiquement intéressant, puisque c'est ce qui nous permet, même si on a des soucis, de garder les travaux pratiques. Pas pour dire oui, non mais voilà. Mais là, à mon avis, on fait une erreur à la fois didactique, j'allais dire politique peut-être, ou en tout cas épistémologique, c'est de penser que cette observation, enfin, ces expériences peuvent exister indépendamment d'un travail de modélisation. Et si si un enseignant propose une expérimentation à des élèves, lui, il le fait avec une certaine idée, un modèle derrière la tête. Et la plupart du temps, l'élève, il va suivre la fiche de manip ou va faire l'expérience avec un modèle derrière la tête, et ce serait bien un hasard que ce soit le même que celui du prof.
Donc l'intérêt à certains moments, alors évidemment pas en permanence, mais de permettre la modélisation, c'est de s'apercevoir qu'il va y avoir un décalage, qu'il va y avoir un malentendu modélisant, si je puis dire, entre le prof et l'élève, et comme par hasard, ce malentendu, il est vraiment au cœur des savoirs qu'on est en train de faire construire, quoi. C'est bien ça le problème. Enfin, donc c'est aussi ça l'intérêt didactique. Mais ça ne veut pas dire que quand on prône la modélisation, qu'il faut remplacer, c'est pas un substitut. Il ne s'agit pas de remplacer les expérimentations et les observations par la modélisation. Il s'agit de conscient du processus. Hein? Il s'agit de conscient du processus. Oui, voilà. Et donc à certains moments, comme on ne peut pas tout faire, qu'il y a des problèmes de temps, ben, il va y avoir des... Là on pense où il n'y a pas trop enfin, je vous donne un point de vue comme ça qui est plus un point de vue de formateur d'enseignant que de didacticien, parce que je n'ai pas de recherche derrière, dans le détail. Mais à certains moments, il faudra faire des choix. Donc si on pense qu'il n'y a pas de malentendu considérable sur le modèle implicite qui est derrière, on peut focaliser les élèves sur l'expérience, mais à d'autres moments, on a des soupçons, soit en même temps, soit à la place... Enfin, on va plutôt focaliser sur la modélisation parce que là, il y a du travail à faire et qu'au bout du compte, l'expérimentation qui pourrait toujours être intéressante qu'on pourrait leur faire faire ne serait peut-être que de leur apporter des éléments dont ils sont complètement convaincus, mais qui ne les empêchent pas d'avoir un modèle qui ne correspond pas à celui qu'on veut leur faire construire, enfin, qu'on veut qu'ils construisent. Parce que l'idée, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je pense, vous savez mieux que moi, qu'on ne peut pas tout faire tout le temps avec les élèves. Bon, donc il faut faire des choix. Je sais pas, non, c'était hier, j'allais renvoyer à une discussion d'hier, donc je ne vais pas le faire. On a terminé le temps imparti. Je propose de clôturer la journée. Christian, merci beaucoup. Donc rendez-vous les...